Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, comme invité marketing, je reçois Mick Lévy, expert Data IA. Bonjour Mick. Bonjour, salut Barbara, merci beaucoup de m'inviter. Alors, je suis hyper heureuse de te recevoir à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre que j'ai d'ailleurs entre les mains, IA Mania, usage, éthique et stratégie. Ma première question, ça sera, Mick, quel est le message clé que tu souhaites passer avec ce nouvel ouvrage? Écoute, le message clé, il est écrit directement sur le titre du livre. C'est un peu la baseline du livre ou le slogan du livre, on pourrait dire. C'est sortez de la fascination, entrez dans la transformation. Je crois que c'est le message clé depuis 4 ans, tu vois, à peu près, que ChatGPT est sorti. C'était le 30 novembre 2022. On voit une fascination, je trouve, totale. Et cette fascination qui, je crois, nous aveugle et aveugle finalement beaucoup de décideurs dans les entreprises. On le voit bien sur LinkedIn, d'ailleurs. C'est une espèce de concours à ce qu'on a fait de mieux avec l'IA. Et le mot qui revient le plus, c'est très révélateur, c'est bluffant. Et j'adore ce mot parce que en vrai, oui, c'est bluffant, il faut bien le dire. Mais le mot est à double sens, tu vois. C'est du véritable bluff. C'est le bluff d'une machine, c'est le bluff d'un algorithme, c'est le bluff d'une technologie qui est extrêmement puissante, de laquelle on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses, mais de laquelle je crois qu'il va falloir beaucoup mieux qu'on la comprenne dans l'entreprise pour donc sortir de cette fascination aveuglante et comprendre que c'est avant tout un sujet de transfo pour l'entreprise, pour le marketing, pour l'ensemble des services qui vont vouloir en tirer une valeur durable. Et c'est ça le chemin que je veux montrer dans le livre. Ouais, merci Mick. C'est vrai que moi, dans ce côté fascination, j'entends aussi un peu sidération. Tu vois, tu as ce côté Ah oui. waouh, mais tu bouges pas vraiment. Est-ce que c'est aussi ce message d'inviter à se mettre en mouvement? Ouais, clairement. C'est intéressant ce mot que tu dis de la sidération. En fait, il faut prendre conscience que ChatGPT, Claude, toutes ces IA sont avant tout une formidable réussite marketing. C'est très inspirant pour, pour les marketeurs qui nous écoutent et le marketeur que je suis aussi. C'est très, très, très inspirant. On appelle ça la stratégie du choc. C'est de livrer sur le marché une innovation tellement puissante et d'arriver à en créer un tel buzz que derrière, ça crée un choc qui amène une sidération. Et puis, depuis 4 ans, les patrons de la tech jouent entre la sidération, la peur, la fascination. Et du coup, ça a pris une ampleur marketing qui est absolument incomparable avec, tu sais, en jouant sur ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, le fait de constamment donner l'impression que si tu n'y vas pas, bah, tu vas complètement rater le train. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment sortir de cette idée-là. Ah, tu crois que si on n'y va pas, on rate pas le train aujourd'hui? Alors, je crois que il faut y aller, mais il faut aussi trouver la bonne marche. Et surtout, ce que je ne crois pas, c'est les discours qui te disent si dans 5 ans, si dans 10 ans, tu fais pas d'IA, ton entreprise est totalement dépassée et va mourir. Ça, c'est avoir une approche qui est uniquement technocentrée et c'est faux. La complexité d'une entreprise fait que oui, la tech est un levier de performance, évidemment, mais tu en as des dizaines, des centaines d'autres, et plus l'entreprise est grande, plus elle est complexe, plus elle a de leviers variables. Donc, oui, il faut y aller. C'est un nouveau levier qui va apporter de la performance si on s'en saisit bien. Et pour l'instant, peu d'entreprises arrivent à le faire d'ailleurs. Oui, il faut y aller d'un point de vue personnel parce que tu as une technologie avec laquelle tu vas pouvoir travailler, qui va te donner des super pouvoirs, qui va changer la manière de travailler. Donc, il ne faut pas le rater. Mais arrêtons avec ces injonctions. Chacun peut y aller à sa vitesse et surtout, il n'y a pas d'entreprise qui va mourir parce qu'elle ne va pas assez vite sur l'IA, hormis évidemment sur des secteurs bien particuliers, mais pour les entreprises, on va dire traditionnelles, il faut quand même se détendre. Il n'y a pas que l'IA dans la vie, même si moi, j'y passe ma vie entière. Hein. Oh ouais, moi aussi, mais bon, tu relativises un peu quand même, en tout cas, tu enlèves un peu de pression. Ouais, je crois. Cet ouvrage que tu viens de sortir, eh bien, il sort 5 ans après ton premier livre, hein, si je ne me trompe pas, Ouais. Sortez vos données du frigo. Est-ce qu'il y a une certaine continuité, il me semble, pour aborder ce couple data IA? Ouais, clairement. En fait, l'impulsion sur ce deuxième livre, elle m'a été donnée par mon précédent éditeur, chez qui j'avais donc écrit Sortez vos données du frigo, qui m'appelle en me disant Mick, ton livre a super bien marché, mais ça fait maintenant 4 ans au moment où on en parle, enfin même 3, 4 ans au moment où on en parle. Est-ce que tu voudrais pas faire une deuxième édition, le mettre à jour? Et là, je me suis gratté la tête en me disant waouh, la mise à jour. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Il y a plein de trucs qui sont encore pleinement valables.
tous les enjeux autour de la gouvernance des données, autour de la valorisation des données, autour de la collecte des données, autour de la protection des données, autour de la gouvernance, etc. Tout ça est pleinement valable. Mais il y a un nouveau truc qui est sorti, qui est l'IA générative, et qui lui amène tout un nouveau champ, en fait, quant aux données qu'on appelle non structurées, donc le texte, les images, le son, la vidéo, etc. Donc, je me suis dit, mais je vais galérer si je fais une deuxième édition. Plutôt que de faire ça, c'est beaucoup plus intéressant de traiter le nouveau sujet tel qu'il arrive. Et donc, c'est là qu'effectivement, je me suis lancé sur le projet IA Mania. Et oui, il y a une très forte continuité puisque on le dit, on le répète à l'envi, mais c'est une réalité. C'est bien plus qu'un poncif pour le coup. Il n'y a pas d'IA sans data. Les fondations de toute réussite de projet IA, c'est la qualité des données, quelles qu'elles soient, depuis un simple prompt. Finalement, un prompt, c'est des données que tu transmets. Et il faut que le prompt soit bien maîtrisé. Les documents que tu peux envoyer, ou quand tu vas faire de l'IA, que j'appelle à l'échelle dans l'entreprise, toutes les données auxquelles tu vas donner accès à un modèle de langage ou à un autre modèle, à une IA en tout cas, et sur lequel il va pouvoir se reposer pour répondre, prendre des décisions, voire même réaliser des actions quand on est dans le monde de l'IA agentique. Moi, j'aime bien dire pas de data, pas d'IA, pas de chocolat. Ah oui, c'est clair. Comment ça se fait? Enfin, tu vois, moi, je trouve que l'accélération avec l'IA aujourd'hui, ça accélère aussi les sujets data, mais c'est pas nouveau. Moi, il y a, j'aime pas dire ça, mais maintenant plus de 20 ans, quand j'ai commencé à faire du CRM, la data, c'était un enjeu déjà. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet? Je parlais avec des gens hier qui me disaient, mais Barbara, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Enfin, depuis la nuit des temps, l'homme collecte des données, mais c'est encore un enjeu aujourd'hui de qualité, de robustesse, de fiabilité des données. Oui, et l'enjeu n'a même jamais été aussi fort. Alors, moi, moi, ça fait 25 ans que je suis dans la data et l'IA, Ça fait 25 mal, ans que hein, de dire ça. j'accompagne, parce que vieillit, c'est chiant, que j'accompagne les entreprises dans leurs projets, leurs stratégies en data et IA. Tu vois, je n'ai fait que ça de ma vie, littéralement. Et effectivement, ça fait 25 ans que je dis, il faut prendre soin de ce patrimoine, de cet actif que sont les données de l'entreprise. Et franchement, force est de constater que depuis 25 ans, il y a peu d'entreprises qui font vraiment des efforts complets pour prendre soin de leur patrimoine de données. Et il faut avouer aussi que c'est un puits sans fond. Enfin, on continue d'avoir des données, plus on avance, plus on en a, plus on a d'occasions de les valoriser. Donc, il va falloir se concentrer les efforts sur les données qui vont être les plus utiles finalement pour créer de la valeur. Il faut à la fois les protéger et protéger toutes les données, là pour le coup. Ça, je ne crois pas qu'il y ait de grandes exceptions à part sur des données publiques ou autres, mais voilà, protéger, sécuriser, garantir des accès avec des bonnes habilitations dans l'entreprise pour toutes les données. Ça, c'est vraiment un premier step. Et ensuite, travailler sur la qualité des données en s'orientant selon les usages qu'on va vouloir en faire. Et en plus, cette question-là est en train de prendre une nouvelle saveur, je dirais, puisqu'on s'est beaucoup inquiété jusque-là des données dites structurées, celles qui résidaient dans le CRM, dans toutes les bases de données de gestion d'entreprise, bien organisées en colonnes, en lignes, et c'est généralement des nombres. Et quand ce n'était pas des nombres, on y faisait correspondre des codes, tu sais, pour le ramener à des nombres. Donc ça, c'était les données structurées. Mais maintenant, en plus, il faut s'intéresser à toutes les données dites non structurées, le texte, les images, le son, les comptes rendus de réunion, tout ce qui traîne sur des SharePoint divers et variés dans nos intranets, etc., etc. Et donc, ça va effectivement encore donner une nouvelle saveur, compliquer encore la vie des gestionnaires de données de l'entreprise. Alors, Mixi, on revient sur ton ouvrage. Le premier chapitre est dédié à rappeler qu'il n'existe pas que l'IA générative, les LLM. Ouais. Quelles sont les différentes IA que tu distingues? Alors, écoute, ouais, j'ai choisi de distinguer quatre grands types d'IA qui sont disponibles dans les entreprises, pour le premier en tout cas, depuis plus de 20 ans. Moi, j'accompagne des entreprises depuis plus de 20 ans qui ont su saisir très rapidement les premières IA. Donc, le premier domaine, c'est le domaine de l'IA analytique. C'est des IA qui sont capables de modéliser des comportements, des phénomènes complexes de l'entreprise, qui sont donc ensuite capables de les prédire et ensuite capables de prescrire une action pour qu'il pourrait se passer quelque chose de mieux.
application typique, parvenir à prédire les clients qui pourraient te quitter pour aller à la concurrence. Et ouais, des scores. Voilà, ça a donné lieu effectivement à tous les scorings. Dans le marketing, à tout ce qui est autour du NBA, NBO, c'est Next Best Action, Next Best Offer, qui donne lieu à tous les moteurs de recommandation aussi. Mais ça peut servir aussi à prédire, par exemple, le chiffre d'affaires, le nombre de produits qui va être vendu pour adapter toute la supply chain, toute la production, améliorer la gestion des stocks, etc., etc. Et il y a encore beaucoup de valeur à trouver de ces IA qu'on appelle analytiques. Le deuxième domaine, c'est le perceptif. Donc, c'est des IA qui sont enfin capables de percevoir, c'est apparu dans les années 2010, leur environnement. Donc, d'interpréter des images, d'interpréter du son, d'interpréter de la vidéo, de catégoriser des textes, par exemple. Donc, avec ça, on peut faire des contrôles qualité automatiquement sur des chaînes de production, par exemple. On peut venir catégoriser les emails pour les orienter le plus rapidement vers la bonne personne. C'est là qu'on a eu les balbutiements, tu sais, des SVI quand tu appelles au téléphone, plutôt que de dire taper 1, taper 2, tu peux dire dites-moi, changez le billet de réservation. Si tu dis ça, il sait le reconnaître pour t'orienter. Voilà. C'est toutes ces applis-là. Troisième domaine, c'est le domaine de l'IA générative, qu'on connaît très bien, mais dont on continue encore de découvrir finalement constamment de nouveaux usages. Et puis le dernier domaine, on est en train tout juste d'y mettre le pied, c'est le domaine de l'IA agentique, qui lui est un peu particulier puisqu'il ne s'appuie pas sur des nouveaux algorithmes, il va plutôt s'appuyer sur tous les domaines d'IA qu'on a vus avant, et notamment les IA génératives qui sont capables dites de raisonnement. Tu sais, il y a des grands modèles qui font ce qu'on appelle des modèles de raisonnement, et qui, eux, vont être capables, donc ces IA agentiques, d'accomplir des actions, d'accomplir des tâches. L'IA générative, elle fait plein de choses, mais elle n'accomplit rien. Elle te génère des textes, elle répond à tes questions, mais elle n'est pas capable d'accomplir des actions. L'IA agentique, elle, va pouvoir accomplir des actions, écrire dans des bases de données, envoyer des opportunités ou traiter des opportunités dans ton CRM, pourquoi pas envoyer des emails en personnalisant totalement le mail de bout en bout et en décidant elle-même du moment où il faut envoyer le mail. Pourquoi pas passer un coup de fil à un client et puis en prenant une voix synthétisée d'un véritable être humain, tout en disant que c'est bien une IA, parce qu'il y a des règlements là-dessus. Mais voilà, on va pouvoir en tout cas lui faire accomplir directement des actions. Moi, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est on parle beaucoup d'analyse prédictive, tu vois, ce que permet l'IA en termes de prédiction, tu l'as dit, de score d'attrition, perdre ses clients, etc., de potentiel aussi. Mais il y a surtout l'étape d'après, c'est la capacité de prescription. Aujourd'hui, on parle de données synthétiques avec l'IA, mais il y a aussi cette donnée vivante qui doit être en mesure ensuite de pouvoir amener à de la prescription, parce que si on met en place des actions automatisées ou pas, agentiques ou pas, la réalité, c'est quand même qu'est-ce que ça me permet moi en tant qu'entreprise. Là, je rejoins ton message d'introduction sur ta capacité de transformation, ta capacité d'accélération, ta capacité de mouvement. Tu as tout à fait raison. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il faut se rendre compte que plus tu vas te projeter sur l'action et de sortir uniquement des constats froids, plus tu vas créer de la valeur. Et donc, effectivement, le niveau 0, tu sais, c'est le simple reporting. Finalement, Constat. c'est là qu'on est un petit peu dans la frontière avec l'IA. Tu comptes tes nombres de clients. Bon, bah, génial. Ou ton nombre de clients perdus. Ça, fabuleux. Tu es uniquement dans le constat. Le niveau d'après, tu sais expliquer pourquoi tes clients partent. Ok, génial. Le niveau d'après, mais tu es toujours dans des constats. Là, dans des constats intelligents. Le niveau d'après, tu sais prédire parmi tout ton portefeuille client ceux qui vont partir. Bon, cool, c'est intéressant, tu as une information avancée, on va dire. Mais le niveau d'après, c'est que tu sais prendre une action automatique pour pas qu'ils partent. Et tu peux même ensuite, le niveau d'après, grâce à l'agentique, faire prendre cette action automatiquement à une IA. Mais ça nécessite plein de transformations dans l'entreprise. Je vais te donner un exemple que je prends assez régulièrement, qui vient de l'IA analytique, du coup. Pour une entreprise qui est une grande entreprise en B2B, dans le domaine de la sécurité, ils avaient une attrition hyper forte. Et on a été capable de leur montrer que le sujet numéro 1 de l'attrition de leurs clients, la raison numéro 1, première étape, tu vois, sortir des constats, aller sur le pourquoi, c'est le manque de contact entre l'entreprise et son client. On préférait même un client qui appelait pour râler, en fait, qu'il était mécontent, qu'un client de qui on n'avait pas de contact pendant 2 ans. Étape d'après, on est capable de prédire du coup quels sont tous les clients fragiles dans le portefeuille. Génial. Étape d'après, on fait de la prescription. Et là, on commence à mettre des rendez-vous automatiquement dans les CRM des commerciaux.
en leur disant, voilà les clients qu'il faut que vous alliez voir, prenez le rendez-vous dans le mois ou dans les 3 mois qui suivent. Et là, grosse levée de bouclier, les commerciaux n'ont absolument pas voulu y aller. Ils n'ont pas voulu suivre les recommandations d'un algorithme, et ils y sont pas du tout allés, ça n'a pas du tout été suivi. Donc, on est capable de prédire les clients qui vont partir. On a plus de 90% de fiabilité sur les prédictions. On est capable de dire ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire. Mais si tu n'acceptes pas de te transformer, le projet était géré par le marketing, mais l'action devait être prise finalement par les commerciaux. Si tu n'acceptes pas de te transformer et qu'il y a un peu d'antagonisme, on le voit souvent dans les entreprises entre la direction marketing et la direction commerciale. Ou même direction IT en plus. Hein. Et en plus, il y a la direction IT, effectivement, qui gérait les aspects technologiques. Alors, on n'y va pas. Du coup, le vrai sujet, on le voit, tu vois, c'est effectivement cette capacité d'aller vers l'action, ça va t'amener de plus en plus de valeur, comme tu le disais très bien, mais aussi, c'est un sujet de transformation. Et l'idée derrière, là, on poussait juste des rendez-vous, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. On peut même maintenant, avec des IA génératives et agentiques, envoyer automatiquement des mails aux clients les plus fragiles, au nom du commercial, en proposant directement des créneaux qui correspondent aux créneaux dispo pour le commercial, en tenant compte de sa tournée, c'est-à-dire qu'il n'est pas à faire un détour de 200 km pour aller voir un client. On attend le jour où il passe dans cette région-là pour proposer les bons créneaux et que la prise de rendez-vous puisse être automatique. Mais là, le lever de bouclier des commerciaux aurait été encore bien plus importante. Donc, on voit que les vrais sujets derrière sont pas tant technologiques que des sujets de transfo, d'où la baseline, comme je te le disais de mon livre. Sortez de la fascination, entrez dans la transformation. Ça va être ça l'enjeu clé des années à venir. Hier, j'ai animé une table ronde et tous les profils DSI, etc. Et je leur disais quel est le plus gros enjeu? Est-ce que c'est technologique ou culturel? Bon, Ouais. bien sûr, c'est fromage et dessert, mais c'est beaucoup culturel, tu vois. Et je ne sais pas dans le case que tu viens de partager, est-ce que l'histoire a donné raison ou pas d'y avoir été ou de ne pas y avoir y allé? Justement, est-ce qu'il y a eu une Ouais, perte, le fait de ne pas réactiver ses clients dormants ou quoi? Mais il y a vraiment cette notion aussi d'accompagner culturellement à passer à l'action. exactement. Prochaine question. Tu distingues justement, on a parlé de valeur et dans le livre, tu distingues gain de performance et gain de valeur. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, en fait, depuis l'arrivée de l'IA générative, tout le monde se concentre sur un seul truc, parvenir à ce que tous les collaborateurs utilisent l'IA générative dont dispose l'entreprise. Alors, bien souvent, Copilot, parfois d'autres outils. J'en profite pour dire que chez Orange Business, on a un formidable outil qui s'appelle Live Intelligence, qui est multi-LLM et qui permet d'outiller tous les collaborateurs d'une entreprise avec un outil vraiment canon en termes de performance. Bref, donc tout le monde se concentre là-dessus. En faisant ça, c'est super, mais on cherche à obtenir pour chaque collaborateur un gain de performance individuelle. On cherche à donner à chaque collaborateur des super pouvoirs d'une traduction automatique dans plus de 50 langues, super pouvoir d'analyse d'un document, super pouvoir d'envoyer un mail hyper châtié même si tu es super vénère, etc., etc. Ça, c'est très bien. Il faut le faire parce que notamment les jeunes générations qui arrivent dans l'entreprise nous y poussent, puisqu'ils utilisent l'IA au quotidien dans le cadre de leurs études supérieures, parce qu'il y a une très très forte demande des collaborateurs eux-mêmes qui se retrouvent donc, si l'entreprise n'a pas de solution, à faire ce qu'on appelle du shadow AI, donc à utiliser des IA qui ne sont pas maîtrisées par l'entreprise dans le cadre de l'entreprise, et ce qui amène des risques notamment en termes de fuite de données. Mais en faisant ça, tu ne fais que donner des gains de performance à chaque personne. Et ces gains de performance, on n'arrive pas à les retrouver dans les PNL de l'entreprise. On n'arrive pas à ce que ça crée de la productivité au global de l'entreprise. Pourquoi? Parce que chacun gagne, allez, pour les meilleures 2 heures par semaine, parfois. Mais ces 2 heures par semaine, elles ne sont pas en un seul bloc. En réalité, elles sont dispersées à coups de 5 à 10 minutes à droite, à gauche. Et donc, ces 5 à 10 minutes, c'est très, très difficile d'en faire ressortir une productivité réelle à l'échelle de l'entreprise. Donc, si tu te contentes uniquement de distribuer les bons outils à tout le monde, quand bien même c'est des fantastiques outils, et quand bien même tu fais des efforts de formation, tu fais de l'acculturation, tu organises des clubs et je ne sais quoi, eh ben, l'entreprise, au final, ne gagne pas vraiment. Il faut le faire, mais l'entreprise ne gagne pas vraiment. Pour vraiment gagner en valeur et en productivité, il faut s'orienter vers des cas d'usage que j'appelle à l'échelle. Donc, c'est des cas d'usage dans lesquels l'entreprise va créer un nouveau produit
pour ses collaborateurs, pour ses clients, pour ses partenaires, va créer un nouveau service basé sur l'IA, va intégrer des services d'IA dans ses produits existants, pourquoi pas, voire même va réfléchir à refonder son business model, va réfléchir à une nouvelle approche de son business model, de sa manière de vendre avec l'IA. Et là, on voit que ça va être très différent puisque les gains vont être directement mesurables, les gains vont être à l'échelle de l'entreprise, ça va t'amener aussi un avantage concurrentiel, tu te démarques de la concurrence en faisant ça, en tout cas au moins sur un certain temps, le temps peut-être d'être rattrapé, copié par ton concurrent, mais on sait que c'est les premiers entrants qui gagnent, et tu crées cette valeur qui va être durable et à l'échelle et pleinement maîtrisée par l'entreprise. Donc, est-ce que ce que tu dis, pardon, mais c'est que Ouais, en vas-y. fait, pour qu'il y ait vraiment un ROI, enfin, tu vois, une génération de valeur, c'est Ouais. la création de quelque chose de nouveau. Si tu viens Oui, juste rapiécer ou tu vois, oui, un vêtement déjà utilisé, pardon, enfin, je sais pas, ouais, j'ai pas d'autre image, mais le bénéfice est moins tangible que si tu crées quelque chose de nouveau, que ce soit en exactement. interne, à l'externe, etc. Regarde, je vais te donner une autre image pour bien comprendre. Le gain de performance individuel, ce que beaucoup cherchent à faire, c'est comme si tu donnes un nouveau marteau à tous tes collaborateurs dans une usine. Ok. Bon, génial. Avec le marteau, oui, ils peuvent enfoncer mieux des clous. Oui, ça décuple leur force. Donc, c'est des belles choses et il faut le faire. Mais le gain de valeur, comme moi je propose, c'est comme si tu achetais une nouvelle machine-outil et que tu la mettais au beau milieu de l'usine. Et que cette machine-outil, elle te révolutionne complètement toute ta manière de travailler, ta manière de produire, mais elle impacte aussi la supply chain, elle impacte aussi les appros et elle change tout sur la méthode de travail. On voit bien qu'on est tout à fait dans autre chose et c'est pas et l'un ou l'autre. Il faut un marteau pour tous les gens qui travaillent dans l'usine, ils en ont absolument besoin. Mais en même temps, avec la machine-outil, on change complètement d'échelle. Et le point qu'il faut que tout le monde réalise, c'est que si on se contente uniquement des gains de performance individuels, c'est-à-dire qu'on continue seulement de distribuer ce nouvel outil à toutes les personnes, c'est comme avec Excel. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont Excel et tous les collaborateurs utilisent Excel. Pour autant, je ne connais aucune entreprise qui ne me dise jamais, nous, on a un avantage concurrentiel, on est meilleur que nos concurrents parce qu'on utilise Excel. À la fois, on ne pourrait pas s'en passer, mais à la fois, c'est pas ça qui te crée un différenciant qui est très fort. Et bien, avec l'IA, ça va être exactement pareil. Si on se contente de distribuer du copilot ou du chat GPT privé quelconque à tous les collaborateurs, dans 5 ans, une fois que toutes les entreprises et que tout le monde utilisera de manière régulière l'IA, ce qui ne va pas manquer, allez, peut-être dans 5 ans, admettons, et ben, c'est retour à la case départ. Il n'y a aucun avantage concurrentiel qui aura été pris et toutes les entreprises auront des gains de productivité totalement dilués qui ne seront même pas mesurés. Après, dans cette image du marteau versus ta grosse machine, moi, je suis forcée de te poser la question du prix, du coût des investissements, parce que selon si c'était une PME ou une grande Mmh. société, ou peu importe, il y a cette notion de prix, de coût, d'autant plus aujourd'hui où on voit qu'il y a quand même sur ceux qui créent ces LLM, un sujet de rentabilité. Donc, tu vois, quelle est ta position, toi, par rapport à ça? Alors, il faut comprendre qu'il n'a jamais été aussi peu cher de faire de l'IA. C'est quand même la grande nouveauté avec les IA génératives. Avant, on était obligé de faire des algorithmes sur mesure. Donc, l'investissement initial était quand même assez important. Et on trouvait du ROI pour des cas d'usage voilà, dont on savait vraiment que ça allait apporter de la valeur. On a vu quelques exemples. Maintenant, avec les LLM, pardon, on appelle des LLM qui sont directement disponibles et qu'on va payer à l'usage. Donc, au fur et à mesure qu'ils délivrent de la valeur. Alors, c'est pas complètement gratuit quand même. Et c'est sûr que pour faire les cas d'usage dont je te parlais, effectivement, ça va nécessiter un certain nombre d'efforts. Mais il n'a jamais été aussi peu cher de faire de l'IA. Il faut vraiment en avoir conscience. Maintenant, ne nous montons pas, oui, c'est un coût. Mais là, ce que je te vends, entre guillemets, c'est un avantage concurrentiel comme aucun autre. C'est une capacité de te transformer et d'automatiser comme aucune autre technologie jusque-là. Donc, il va falloir mesurer à quel point on veut y aller, là où sont les gains possibles, là où c'est pas si intéressant que ça. Et puis se dire, bah, l'IA, en fait, telle que je te la propose là, finalement, c'est un levier de création de valeur. Et quand je suis une entreprise, j'ai plein de leviers devant moi pour gagner en performance. À quel point je veux utiliser ce levier-là? À quel point je veux investir sur ce levier-là? À quel point j'y crois et à quel point sur mon marché, il peut être vraiment intéressant. Et donc, effectivement, ensuite, y mettre les moyens nécessaires en termes financiers, en termes technologiques et en termes de transfo, encore une fois, c'est ça qui va être le plus complexe, le plus long et pour lequel il va falloir faire porter le plus d'efforts.
Quel est ton conseil à celles et ceux qui nous écoutent? Ça fera partie de mes dernières questions, mais justement, quel est le conseil stratégique pour aborder l'IA à travers ce prisme de l'avantage concurrentiel et donc de la création de valeur? Alors, il va y avoir un enjeu clé, du coup, si on regarde là, c'est les cas d'usage. C'est d'arriver à trouver ce que tu peux faire qui te différencie, ce que tu peux faire qui va être porté vraiment à l'échelle de tous tes clients, de tous tes commerciaux, d'un certain nombre de collaborateurs, etc., etc. Et donc, cette recherche de cas d'usage, il va falloir la penser un peu à double niveau en impliquant beaucoup de collaborateurs, notamment dans du middle management, c'est-à-dire des collaborateurs qui ont une capacité de prise de décision, qui ont un peu de hauteur sur l'activité, mais qui en même temps sont vraiment pas loin du terrain pour savoir la réalité de ce qui se passe. Et puis aussi donner une impulsion au niveau du top management. Si on a des grands efforts à faire en termes budgétaires, en termes stratégiques, en termes de transfo, si le plus haut niveau de l'entreprise n'est pas impliqué, c'est mort d'avance. Donc, il va falloir vraiment trouver ce bon niveau. Et puis, il y a des méthodes pour ça. Je détaille dans le livre comment conduire un bon brainstorming en IA. Je crois que je donne même l'agenda détaillé de ce type de réunion. Il y a des outils aussi pour bien accompagner ça. Plus, je le redis, une impulsion vraiment au niveau des comités de direction. Il y a un exemple que je donne souvent qui est autour de la gestion des stocks. On pourrait avoir une gestion de stock totalement automatisée par des agents d'IA. C'est certainement l'un des cas d'usage qui fonctionnerait le mieux et avec des gains à l'échelle qui seraient fantastiques, puisque tu sais bien que si tu optimises ton stock, tu optimises en réalité énormément de choses dans le PNL. Tu optimises aussi derrière tes ventes en fonction de ton stock, etc., etc. Tu pourrais mieux négocier auprès de tes partenaires. Et ça, c'est un très, très bon cas d'usage pour les IA agentiques. Mais si on fait ça, au passage, on va totalement transformer la façon dont on gère les stocks, les appros, toute la supply, la production, peut-être même des impacts sur les commerciaux. Donc, ça peut pas être une personne ou monsieur stock, monsieur ou madame stock, tu vois, qui dit il faut faire ça. C'est une impulsion qui doit venir d'en haut parce que ça va créer un bouleversement, un changement extrêmement important. Donc, il faut vraiment cette implication des deux niveaux pour trouver finalement les meilleurs cas d'usage les plus ambitieux. Ouais, ce que j'allais dire, parce que quand j'entends, faut que l'impulsion vienne d'en haut, pour moi, elle vient quand même des deux niveaux. Si on entend Ouais. beaucoup, l'important, c'est quand même aussi que ça soit impulsé par les métiers, que le besoin vienne métier, et qu'ensuite, ça soit soutenu par la culture d'entreprise. Ouais, c'est très juste. Et en fait, si tu reprends le distinguo que je t'ai donné avant entre les gains de performance individuelle et la valeur à l'échelle, eh ben, on peut dire que la plupart des cas, les gains de performance individuelle viennent d'en bas, comme tu le disais, viennent des collaborateurs eux-mêmes. En réalité, c'est les collaborateurs qui poussent le plus pour utiliser de l'IA au quotidien, pour avoir les meilleurs outils, et quitte à faire du shadow AI, comme je te le disais, en allant sur Claude, quand bien même Ah Claude n'est non, pas faut pas autorisé faire du par shadow l'entreprise. IA. Il faut pas, ça amène des risques, rappelons-le, notamment de perte de données. Mais voilà, donc l'impulsion, effectivement, là, elle vient d'en bas. Par contre, l'impulsion de faire la révolution sur ta gestion des stocks, l'impulsion de dire les commerciaux, vous m'emmerdez, maintenant on vous donne des listes de clients à aller visiter en priorité et on vous oblige à le faire, vous le mettez dans le CRM. Si tu n'as pas une impulsion d'en haut, tu l'auras jamais. Ou alors cette révolution du stock où tu transformes tout, ou alors le fait que tu mettes une IA pour répondre directement à des questions du support. Voilà, si tu n'as pas une impulsion et un minima un sponsorship très impliqué des directeurs, voire du comité de direction, c'est extrêmement compliqué de tirer de la valeur de ces projets-là. Ma dernière question, Mick, c'est quand même couillu, pardon l'expression, mais d'avoir sorti un bouquin sur l'IA, quand on sait que tout va si vite, tu vois, qu'il y a cette image un peu de on construit quelque chose, on sait quelque part, potentiellement, 3 mois, 3 ans après, il y a un enfant qui va mettre un coup de pied dedans, ça fonctionnera plus, ça coûtera trop cher. Tu vois, donc comment on fait pour y aller de façon assez robuste, mais aussi assez résiliente, en sachant que globalement, peut-être que ton livre, tu devras peut-être écrire une V2 dans pas très longtemps, et ce sera peut-être pas 3 ans, que celles et ceux qui ont construit toute une architecture demain, le LLM sur lequel c'est basé, ça fonctionne plus ou c'est trop cher. Donc voilà, Ouais. pareil, quel conseil tu donnerais là-dessus? Ah, ta question à double sens. Je vais te répondre déjà sur mon livre parce qu'effectivement, ça a été un casse-tête à chaque ligne que j'écrivais de me dire alors comment je fais pour que cette ligne reste valable. Moi, j'estime 3 ans.
Ouais. Je Ok. l'enregistre, je le dis publiquement. J'ai tout pensé mon livre, il faut qu'il reste valable 3 ans, ce qui dans le domaine de la techno est quand même canon. J'espère que l'avenir me donnera raison. On verra. Mon précédent livre sortait Vos Denis du frigo il y a 5 ans et encore d'ailleurs, comme je te le disais tout à l'heure, pleinement valable sur énormément de choses. Donc voilà, j'aimerais arriver à faire la même chose. Pourquoi? Parce que le livre ne se contente pas de cette fascination technologique. Moi, je me suis mis sur les sujets stratégiques. Je m'adresse aux décideurs au sens large des entreprises, aux managers, à ceux qui ont affaire de l'IA, aux directeurs, aux dirigeants qui veulent impulser l'IA dans l'entreprise. Si j'avais trop collé à tous les fondamentaux, à tous les fondements technologiques, à la technologie du moment, etc., effectivement, la durée de vie, 3 semaines globalement. Je me suis plutôt vraiment resté sur les questions autour des cas d'usage, de la transformation, de la stratégie et des questions éthiques aussi que ça pose pour l'entreprise. Donc, tu vas trouver ce juste niveau de hauteur pour que ce soit pertinent pour les décideurs et puis que ça reste valable effectivement dans le temps. Et notamment, je donne un catalogue de 101 cas d'usage pour inspirer tous les secteurs, toutes les entreprises, toutes les fonctions. Maintenant, pour l'entreprise, comment on va s'y prendre? Eh ben, je donne dans le livre une manière de définir une stratégie d'IA avec 6 piliers qui sont des fondamentaux qui, eux, vont rester, tout en disant, attention, il va falloir être hyper agile. Donc, les piliers, le framework avec lequel on définit la stratégie va certainement rester le même pour les années à venir, sauf énorme chamboulement du genre un nouveau ChatGPT qui sortirait, mais bon, la personne ne peut le prédire et pour l'instant, on n'y est pas. Donc, ces 6 piliers vont rester les mêmes. Et par contre, ce qu'on met dedans, il faut être hyper agile, le revisiter régulièrement. Hors de question pour une entreprise de faire une stratégie d'IA à 3 ans en bouclant un budget et des actions à dérouler sur 3 ans. Ça n'existe plus dans le business et ça existe encore moins quand on parle d'IA, évidemment. Néanmoins, il faut se donner un cap, une vision, un cadre. Et c'est ça que je propose dans IA Mania. Ouais, je reprends là sur les piliers. Effectivement, on a les usages, s'appuyer sur les usages, la Ouais, notion de responsabilité, de conformité, ça qu'on en a peut-être ouais. parlé aujourd'hui, mais tout ce qui est sujet de gouvernance, d'éthique, volet éthique, très important dans ton livre, le volet technologie, bien évidemment. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, Iamania, dans toutes les bonnes librairies, sur ton site aussi également, Mick, si on veut en Ouais, vous savoir pouvez me plus sur retrouver les... sur miclevy.com, tout simplement. Sur LinkedIn, évidemment, où je suis très actif. Et puis, tu parlais d'éthique. Effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque je co-anime avec mon compère Cyril Chaudois un podcast qui s'appelle Trench Tech, Trench comme le manteau, et dans lequel, à chaque épisode, on explore un impact sociétal de la tech avec généralement des invités de marque. On a de la chance d'avoir de très beaux invités. On a des politiques, des sociologues, des chercheurs, des scientifiques, des poètes, des musiciens qui, avec eux, chacun nous éclaire une vision, tu vois, de comment la tech fait bouger la société. Eh bien, un grand merci, Mick, du temps accordé. Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Si vous avez apprécié cet épisode, vous n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, une étoile, un commentaire. Et nous, on se retrouve lundi pour l'actualité marketing de la semaine. Bonne semaine à tous.